Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique taraborienne où nous allons continuer de remplir le conducteur pour le scénario Créance de sang, qui est donc le troisième épisode de la première saison de la campagne Le Retour du Seigneur du Chaos. La première saison s'appelant elle-même d'ailleurs Les Perles de Samarande. Voilà pour les détails. Alors j'ai procédé à quelques petits ajustements, des petites corrections en fait, hein. Je m'étais trompé, j'avais écorché le nom d'un PNJ. Donc en revérifiant tout ça dans mon conducteur de campagne, j'ai pu procéder à quelques ajustements. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, la partie, le port d'Alteas, en fait je l'ai remonté dans la partie éléments, puisque il y aura plusieurs scènes sur le port. Et donc en fait, il va falloir que j'inclue dans mon scénario en dur une, euh, une description un petit peu de l'ambiance et des bâtiments du port, voilà, qui ne passera, dont je me servirai dans plusieurs scènes, mais ce sera là des informations un peu comme quand on fait un sandbox et qu'on veut un peu décrire les lieux. Je pense que ce sera plus pratique à gérer pour le maître de jeu. Donc, l'idée nouvelle qui m'est venue, c'est tout simplement, et je l'ai rajouté également, dans la scène de confidence de Nilias Corbett, c'est qu'une partie des citadins, qui va être emmenée par le marchand Taril Davok, veut en fait mettre la main sur les impôts pour les redistribuer à l'ensemble des habitants de la ville, puisque Taril pense que maintenant que le convoi du gouverneur a été attaqué, s'ils arrivent à mettre la main sur les gens qui ont détourné ce convoi, ça paraît prenable pour quelques hommes décidés d'aller essayer en fait d'aller récupérer l'argent des citadins de la ville. Du coup, bien évidemment, hein, maintenant vous avez bien compris le principe, il y a un nouveau PNJ, hein, donc qui s'appelle Taril Davok. On va pouvoir le rentrer directement. Donc Taril Davok. Alors pour les noms, il y a une période où j'utilisais vous avez plusieurs générateurs de noms. Bon, moi j'aime bien me laisser aller. Je les retouche après des fois quand je retombe dessus et que ça coince un peu. Là, celui-ci, Taril Davok, j'en suis pas spécialement. Bon, je suis pas sûr encore qu'il reste comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est un demi-elfe. Voilà. Il a environ 55 ans. Et en fait, c'est un tailleur de pierre qui est installé dans la ville depuis des années. Je vais apporter donc quelques petites précisions, hein, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, dans la partie numéro 3. Alors au niveau de son caractère, c'est un homme d'honneur et il est plutôt fier. C'est-à-dire qu'il a plutôt tendance à affronter les événements avec une certaine bravoure et c'est pas quelqu'un de fuyant. C'est quelqu'un au contraire qui va faire face à ses problèmes pour essayer de les solutionner. En l'occurrence, il trouve que le questeur a un petit peu exagéré avec sa collecte d'impôts suite à ce qui s'est passé dans l'épisode numéro 2 et il va essayer de rétablir les choses quitte à passer à s'inscrire dans l'action. Au niveau physique, il a les cheveux en brosse et une barbe. Et une barbe, je vais dire une barbe courte, puisque c'est un demi-elfe. Voilà. Et il porte des tuniques de travail, des tuniques en cuir. Voilà, qui sont les tuniques de travail. Maintenant, au niveau de ses motivations, bon ben là c'est très clair. Donc il a réuni quelques personnes de la ville pour tenter de récupérer les impôts et de les redistribuer. C'est un peu une sorte
Robin des Bois, on va dire. J'aime bien ce genre de personnage un peu romanesque parce que ça peut mettre un peu de compétition aussi. Pas de compétition, mais ça peut un peu agacer les joueurs de trouver en fait un PNJ un peu brave. Il peut y avoir, je pense notamment à leur choix moral. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont tenter de récupérer les impôts? Là, c'est un nouvel élément pour ce choix moral, d'apprendre qu'en fait certains citadins vont tenter de récupérer les impôts. Bon, ça, c'est pas une grosse surprise, on pouvait s'y attendre. D'ailleurs, au départ, les PNJ pensent même peut-être que le convoi a été attaqué par de simples citadins, puisqu'ils n'ont pas la connaissance du traître en fait, hein, de Yorn. Mais l'avantage, c'est que quand ils vont apprendre que les citadins veulent récupérer l'impôt pour le redistribuer, ils vont peut-être y réfléchir à deux fois avant de se dire ouais, on garde l'impôt pour nous. Et donc il y aura aussi, pour moi je le vois ça en corrélation avec le thème sur la traîtrise, c'est-à-dire que le fameux PJ qui lui est voleur et qui va vouloir récupérer l'impôt pour s'acquitter de sa dette, quelque part peut être amené à trahir la troupe, hein. Voilà, puisqu'on a dit que les intentions narratives de scénario sont autour de la trahison, donc j'ai trouvé que c'était intéressant de bien insister là-dessus. Ensuite, autre idée, autre envie plutôt, qui m'est venue par rapport aux événements ou aux péripéties, je voulais, oui voilà, combat du port d'ailleurs, je l'ai repassé dans péripéties, je voulais un combat dans des bassins, comment je vais appeler ça, bassins surélevés en fait. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais rajouter un lieu, un nouveau lieu. Et en fait, ce nouveau lieu que je vais rajouter, c'est l'auberge du Phénix, qui est une auberge certainement parmi le plus haut standing de ce qu'on peut trouver dans la ville. L'auberge du Phénix, elle a une particularité, cette auberge, elle en a plusieurs. La première, c'est qu'elle est tenue par Farn, encore un nouveau PNJ qui apparaît, Urgol, qui est un nain, mais ça on le verra quand je détaillerai le PNJ. Inutile de le reprendre ici. Elle a une clientèle de luxe, c'est-à-dire c'est une auberge de luxe. Elle a une clientèle de hauts marchands ou dignitaires en passage, de passage à Alteas. Et sa particularité, un de ses petits plus de cette auberge, ce sont des bassins creusés sur la terrasse, en haut, tout en haut du bâtiment, sur le toit du bâtiment, hein, qui est en fait une espèce de terrasse plate. Et ces bassins sont alimentés par un geyser qui fournit de l'eau chaude, hein, qui est récupérée et qui monte le long de tuyaux. Et c'est le plus de cette auberge, c'est aussi ce qui attire un peu les clientèles de luxe. Autour des bassins, on va préciser quand même, autour des bassins, non, non, je pensais mettre, non, c'est un peu idiot. Je pensais mettre des bungalows, non, on va pas faire ça. On va dire que les résidents seront dans de simples chambres à l'hôtel. Donc, je dois encore ajouter encore un petit PNJ supplémentaire. Donc, il s'agit de Farn Urgol. Farn Urgol, qui est donc un nain. Allez, on va pas chipoter. 65 ans. Ouais, je mets des tirets plutôt. Apparemment, j'essaye de. Voilà.
65 ans. Et Farnurgol, je vais lui mettre des petits, donc il est donc tenancier d'auberge, des petites particularités, les fameux 3 points qui vont me permettre de les décrire. Donc il est malin et commerçant, c'est-à-dire il ne s'attaquera jamais, il ne dira jamais du mal de sa clientèle, il ne s'attaquera pas à elle, il va même avoir tendance à la protéger, cette clientèle. Physiquement, il a une grosse moustache rousse et une barbe rasée, ce qui est assez rare pour un nain. Il fait un effort aussi par rapport aux nains traditionnels pour se présenter sous un jour un peu plus humain, hein. C'est-à-dire que vraiment son métier lui tient à cœur, il est vraiment commerçant, il est capable de raser sa barbe de nain pour un peu moins choquer les clients et être un peu plus s'intégrer un peu mieux en fait. Et il a les yeux verts. Les yeux verts, on va dire de grands yeux verts. Voilà. Voilà. C'est du détail, hein, mais c'est ce genre de petit détail qui peut vous aider on the fly quand vous devez incarner le personnage. Enfin, au niveau de ses motivations, sa motivation principale, c'est la satisfaction de sa clientèle. Et au-delà de la satisfaction de sa clientèle, je vais préciser, il n'aime pas l'Empire, qui se comporte mal envers sa race. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau de la campagne, c'est que le peuple nain est un peu réparti un peu partout sur les terres, mais ils sont originaires, en fait, il y a deux clans principaux, enfin deux groupements principaux, et il y a deux rois nains, en fait, qui co-gèrent la communauté naine, même si une grande partie de cette communauté a rallié des villes impériales ou des villes libres, hein, ils ne vivent pas que entre eux. Il y a quand même deux endroits dans le setting où ces populations sont regroupées. Et les nains sont représentés au Sénat impérial. Bon, il se trouve que ils ont toujours été plus ou moins alliés avec l'Empire. Je dirais que c'est une alliance un peu pour faire bonne figure, en fait, aussi bien pour l'Empire que pour les nains, c'est-à-dire qu'on ne veut pas s'attaquer directement, hein, être en position frontale. Il n'y a pas de grosse inimité, mais l'Empire a un peu quand même tendance à considérer que la race naine, bon, ce n'est pas la race humaine, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont un peu tendance à les considérer un peu comme pas comme des sous-hommes, hein, là, ce serait trop fort. Ils les considèrent pas vraiment comme leurs égaux en fait. Et il y a des petites, euh, des petites frictions par moment, surtout des tensions en fait. Voilà, parce que les nains ont quand même de solides régiments de combattants qui sont intervenus plusieurs fois aux côtés de l'Empire et ils souhaiteraient avoir un peu plus de reconnaissance que ce que l'Empire semble bien vouloir leur accorder jusqu'à maintenant. Donc voici les nouveaux éléments. Euh, Autre chose à laquelle j'ai pensé, donc là encore, vous voyez, c'est tout l'intérêt de pouvoir travailler sur un scénario, remplir ce conducteur, laisser reposer, laisser les idées arriver à maturation, avoir de nouvelles idées quand vous y repensez. C'est tout l'intérêt aussi de travailler de cette façon-là. Enfin, moi, j'y trouve mon compte en tout cas. Ce à quoi j'ai pensé donc, c'était que le boss final Yorn, bon, ce sera un petit peu ridicule, sera un petit peu ridicule de le faire s'affronter sur le fameux combat sur le bateau où se trouve en fait le trésor de l'impôt. Donc ce qui va se passer, c'est que sur le bateau, les PNJ ne vont découvrir et rencontrer que les hommes de main, les fameux marins qui ont été embauchés, engagés par Yorn pour la sale besogne, j'ai envie de dire. Pour le reste, Yorn, ils vont le trouver un petit peu plus tard. Alors,
Je voulais attirer aussi votre attention sur quelque chose d'important. C'est qu'en fait, contrairement à ce qu'il pourrait sembler, ce scénario, en termes de gameplay, n'est pas conçu comme une enquête. Pour les joueurs, alors là on est vraiment dans un, je pense, un cas un peu particulier, c'est-à-dire que dans la tête des joueurs, effectivement, on leur demande, voilà, le convoi a disparu, pour eux ça peut s'apparenter à une enquête. Pour le meneur de jeu, dans le gameplay, dans la façon dont est scripté le scénario, c'est pas le cas. Les éléments vont intervenir, certains déclenchés par les joueurs, d'autres comme ça vont se mettre sur leur route. Voilà. Tout simplement parce que j'ai déjà eu l'occasion de jouer pas mal sur le côté enquête et je ne voulais pas que cet épisode, qui va être d'ailleurs assez court, soit encore un scénario d'enquête. Moi j'aime bien veiller à essayer de varier les plaisirs, d'autant plus que le scénario d'enquête c'est très compliqué à faire. Un vrai scénario d'enquête, c'est casse-gueule, puisque c'est pas une simple course au trésor, je vais là, je trouve un indice, je vais là, je trouve un autre indice, etc. Ça, pour moi, c'est pas de l'enquête. À la limite, c'est un peu faire semblant de faire une enquête, mais en tout cas, voilà. Dans le scénario d'enquête, moi, je laisse une part, en fait, où les joueurs doivent faire preuve de sagacité afin d'assembler les pièces du puzzle. Or, là, on va tomber dans le cas de figure où si vous n'avez pas les bons joueurs autour de la table, ça peut très vite partir en sucette. Et vous pouvez très bien avoir prévu une super enquête. Au final, bah, voilà, le résultat n'est pas là, quoi. Vous avez quelque chose d'approximatif, vous finissez par être obligé d'aider les joueurs parce qu'au bout d'un moment, tout le monde s'agace un peu de ne pas trouver, voilà, ou de partir complètement à côté. Donc, bon, je suis pas spécialement fan du scénario d'enquête. J'ai essayé d'en écrire plusieurs et j'ai jamais été vraiment satisfait du rendu. Donc pour le coup, pour celui-ci, je me suis un petit peu simplifié la vie. Voilà, c'est pas de l'enquête, c'est pas grave, hein, il va se passer des choses quand même intéressantes dans le scénario et ça sera très bien comme ça. Donc une des scènes qui va avoir lieu, ce sera ce fameux combat avec le boss de fin qui est logé en fait à l'auberge du Phénix. Donc je vais mettre ça dans les combats dans des bassins surélevés avec le boss de fin, avec Yorn, hein, donc Yorn Goulas. Je ne sais pas encore, hein, au moment où j'écris ces lignes, comment les personnages vont le retrouver. Idem pour l'élément précédent, hein. Je ne vais pas vous raconter de sottises. Je ne sais pas encore quelle va être exactement l'interaction avec les hommes de Taril Davok. D'ailleurs, les hommes de Taril Davok, enfin Taril Davok, je l'ai signalé ici dans les PNJ. Je vais rajouter quand même dans l'adversité, parce que c'est pas sûr, mais ça peut se passer comme ça. Je vais rajouter une petite adversité, donc les hommes de Taril Davok. Est-ce que les PJ vont les aider? Est-ce que les PJ vont les affronter? On va voir un petit peu comment les idées qui me viennent et puis surtout aussi laisser de la place pour les choix des joueurs. Parce que je le rappelle, hein, il ne faut pas non plus qu'ils aient le sentiment d'être dans un scénario trop scripté de bout en bout. Donc je sais que j'aurai cette scène, alors je vais la mettre là après la scène des trois pierres. Donc cette scène qui sera à l'auberge du Phénix, on va appeler ça. À l'auberge du Phénix. Alors bah, la situation, bah, ce sera auberge du Phénix, la situation géographique. Donc je décrirai l'auberge à ce moment-là, dans le scénario en dur. Qu'est-ce qu'on va rajouter? L'adversité.
rencontre, là, il n'y a pas photo. Ce sera forcément Jorn Goulas. Et deux compagnons. Que ce soit un petit peu intéressant. Si on va dire ces hommes de main les plus proches qui l'auront accompagné. Je vais rajouter donc les bassins d'eau chaude. Bassin d'eau chaude dans le décor. Donc moi je vois bien ça de nuit à ciel ouvert. On dégaine les épées et on se frite autour des bassins. Donc avec des jets, etc. Ça ce sera dans la partie en dur du scénario. Est-ce que je pense à mettre, oui, un challenge ludique bah oui, je vais le signaler tout de suite, après tout. J'avais hésité à faire cette entrée de signaler dès le début, et c'est vrai que c'est pas mal parce que ça évite d'oublier des choses. On peut avoir des bonnes idées au moment. Bah moi, dans ces bassins, une chose est sûre, c'est que quand on tombe dans les bassins, euh, pour en ressortir, ça se fait pas comme ça. Donc, test, test d'agilité. Oui, donc ce sera d'habileté pour moi. Oui, car cette campagne, je vais la mener avec le jeu Défi Fantastique. Donc en fait, tout ce qui gère l'agilité se fait avec un test d'habileté pour remonter, ressortir d'un bassin. Et avant ça, on va signaler test de natation. Pour ne pas couler, puisque j'imagine que les personnages, pour les personnages en armure, j'imagine que les personnages vont certainement venir au combat en armure. Test là. Et donc, s'il tombe dans le bassin, bah, il faudra réussir un petit jet de natation. Hein. Sinon, au revoir messieurs, vous buvez la tasse. Que pourrais-je encore rajouter dans cette partie? Alors, il aurait fallu, oui, que je m'intéresse. Alors oui, je vais en profiter pour signaler ça. Un élément, pour moi, très important. Parce qu'avec le temps, j'ai compris que c'était une des clés de la bonne humeur et de la réussite des parties. C'est le facteur temps. Il faut absolument, si je sais que ce n'est pas évident tout le temps, il faut absolument vous arranger pour minuter un peu, tout en laissant de la place aux joueurs. En tout cas, avoir prévu avant un petit peu combien de temps allaient durer vos scénarios. Ça évite les longueurs. Ça évite l'ennui autour de la table et les joueurs qui finalement vous écoutent d'une oreille en pensant au prochain film qu'ils vont aller voir. Alors pour ça, bah moi il n'y a pas vraiment, c'est très compliqué hein, parce que les scènes, le temps peut facilement se dilater, etc. Mais j'essaye à côté de chaque scène d'indiquer un minutage qui me paraît correct. Après, il évoluera, hein, il ne s'agit pas d'être très précis. Ah, attention les gars, on a dépassé, scène suivante. C'est pas ça. Mais moi, quand j'attaque la scène, avec mon conducteur, je vois que j'ai prévu au départ que cette scène dure par exemple 10 minutes. Bon, bah c'est bien que j'ai cette info avant de démarrer la scène. À moi ça me permet de pouvoir gérer le rythme. Si je vois que ça traîne un peu, je peux essayer de faire accélérer les choses. Si je vois que ça va trop vite, je peux faire intervenir un PNJ qui n'était pas prévu, improviser, voilà. Donc la première scène, l'appel à témoins de la rune impériale, pour moi, c'est quelque chose qui doit durer 5 minutes. C'est vraiment c'est une scène d'ambiance. Hein. Vous décrivez aux joueurs, éventuellement vous prenez leur réaction, vous leur demandez leur réaction. S'il n'y a pas d'incidence qui se rajoute dessus, 5 minutes c'est très bien. Les confidences de la prêtresse, on va dire 5 minutes aussi. Il la rencontre, elle vient les voir. Voilà. Les trois pierres,
là on va pouvoir accorder facilement 15 minutes à cette scène. Le temps qu'ils aillent sur place, qu'ils fouillent les lieux, il y a un combat qui est prévu, il y a des éléments qu'ils vont trouver, faire le lien avec les tests de connaissances pour les orques, décrire un peu la situation. Ouais, une bonne quinzaine de minutes me paraît bien. L'auberge du Phénix, le combat final, je vais prévoir une vingtaine de minutes. Alors encore une fois, je vous le dis, c'est vraiment approximatif. Donc là, il me manque des scènes en plus, hein, je ne les ai pas toutes. Puis c'est pas vraiment le temps de jeu, parce que par exemple, quand je décrirai le port d'Atlas, là ce n'est pas compté, puisque ce n'est pas dans une scène. Et il va bien falloir pourtant que j'en parle aux joueurs. Donc là, nous sommes à quoi? 5 et 5, 10, 10 et 15, 25, 25, nous sommes à 65, soit 1h05. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que cette campagne, je vais la faire jouer. Je fais beaucoup de parties maintenant en virtuel, sur des VTT, Virtual Tabletop. Voilà, pour tout un tas de raisons, hein. Je fais aussi des parties en IRL, mais cette campagne va vraisemblablement. Enfin, c'est sûr qu'elle va être jouée en VTT. En IRL, si j'ai l'occasion de la faire jouer, je le ferai. Mais à l'heure actuelle, il n'y a rien de sûr. Et en VTT, la durée des parties va plutôt se caler autour de 3 heures. Alors ça ne veut pas dire qu'on est obligé de bloquer les scénarios à 3 heures de jeu, mais ça veut dire que votre séance, elle dure 3 heures. Et c'est très intéressant d'avoir cette information, parce que du coup, maintenant je m'arrange pour que dans ces 3 heures, on ait de la variation de tension, on ait de la variation compétences sociales, compétences de combat, roleplay, etc., etc. Et ce qui n'est pas toujours le cas, pardon, quand vous écrivez votre scénario d'une traite, que vous ne savez pas combien de temps durent les scènes, que vous ne savez pas comment vous allez le saucissonner dans vos séances de jeu. Et il n'y a rien de plus ennuyeux, finalement, que d'attaquer un scénario et de repartir encore sur une séance où bah il y a quoi, il y a un combat dans la séance. Moi j'ai trop vu de scènes, enfin de scénarios où bah, ça monte et puis il y a un combat et puis on s'arrête de jouer. Voilà, ça c'était en IRL, en club où on avait des parties aussi relativement courtes, de l'ordre de entre 2 heures et 3 heures de jeu. Et bon, c'est compliqué d'arriver à rendre une partie intéressante sur 3 heures de jeu. Ça dépend des jeux, hein. Bien évidemment, il y a des jeux aussi qui maintenant, des nouveaux jeux qui sont conçus où on peut faire des parties courtes et c'est d'ailleurs très intéressant. Je vous invite à essayer ce genre de jeu. Là, dans une campagne, c'est compliqué parce qu'il ne faut pas que toute la séance soit passée à faire par exemple, à donner des éléments de background, etc. Donc, du coup, c'est un peu une gageure. Et c'est pour ça que j'en suis venu donc à minuter mes scènes. Donc là, j'ai 1 heure. Alors, j'ai vu court, hein, parce que généralement, je sais que ça va faire plus d'1 heure. Hein. Les deux scènes que j'ai mis à 5 minutes, à mon avis, elles vont durer l'une comme l'autre un petit peu plus. D'ailleurs, je vais indiquer plutôt 7 minutes. Voilà. C'est pas grand chose, mais du coup, quand je fais mon calcul final, je pense que ça me permet d'affiner la durée totale. Bien voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ces nouveaux éléments et je vais continuer à laisser mûrir la chose, hein, notamment pour voir un petit peu comment tirer profit. Il me restera donc à tirer profit des hommes de Taril Davok qui veulent eux-mêmes récupérer le convoi. Et puis également prévoir aussi plusieurs événements et péripéties lorsque les joueurs vont arpenter le quartier du port. Voilà, eh bien merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. À très bientôt.